Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous le savez, c'est important d'entretenir la mémoire de nos anciens, parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre et à nous transmettre. Et surtout, ils ont une parole qui vaut le coup de ne pas être oubliée pour ne pas répéter les erreurs du passé. La Seconde Guerre mondiale a été un événement absolument terrible. Et aujourd'hui, bien peu sont encore en vie pour pouvoir en témoigner. Alors sans trop m'étendre, je vous laisse découvrir l'histoire de Bernard Duval, un résistant enfermé dans la prison de Caen et que nous avons eu la chance d'interviewer alors qu'il revenait sur le lieu de sa détention. Merci à lui pour son temps précieux et bon visionnage. Donc j'ai eu une enfance très heureuse. Jusqu'en 1939 où ça a malheureusement basculé. Et 1939, ça correspond à la fin de mon cycle scolaire. J'avais 14 ans, j'aurais aimé poursuivre mes études puisque ma passion c'est l'aviation, je voulais faire l'aviation, quoique les conditions n'étaient plus les bonnes, puisque avec la déclaration de guerre, tout était neutralisé. Donc, dans ma famille, nous étions menuisiers de père en fils. Et là, à partir de là, j'ai pris la profession de menuisier. Alors là, je suis arrivé dans un atelier. Tout de suite, mon père a mis au courant ses ouvriers, disant que c'était son fils, mais il fallait le considérer comme un autre apprenti. Donc, il n'y avait pas de favoritisme. Il faut dire une chose, c'est que ma génération, elle a été élevée dans le souvenir de la guerre 14-18 que mon père avait faite, où il a été gravement touché, 2 éclats de houille dans le dos, 1 dans la cuisse, une balle dans le bras, laissé pour mort pendant plus de 24 heures entre les lignes ennemies. Il a été sauvé, mais il a fait quand même 1 an d'hôpital. Donc ça partit. Enfin, la guerre qu'il avait, je la connaissais au travers de tout ce qu'il nous a raconté. Alors, si tu veux, l'allemand, c'était pas un ami. Hein. On a été élevés dans cet esprit-là. Est arrivée malheureusement la défaite de la France. Je suis parti comme beaucoup sur les routes, en route à l'évacuation, dans les camions de l'entreprise où travaillait mon père. Nous sommes partis à un camion, plus 2 voitures de tourisme, avec le patron, tous. Et on a pris la route d'évacuation, on a pris la route de Villers-Bocage. Donc j'ai connu ces routes qui sont très très encombrées par des personnes qui s'en vont avec leur maigre bien. Ce n'est plus lentilles partaient avec leur voiture, bien entendu. Mais j'ai vu partir avec des brouettes et même des valises au bout des bras. Et ça avançait très très doucement parce que le flot était important. Et rapidement, on a appris que la France avait perdu la guerre, que le gouvernement était pris en charge par le maréchal Pétain, une figure de l'histoire de la guerre de 14-18 précédente, et qui négociait un armistice avec les Allemands. Donc à partir de là, il n'y avait plus de nécessité qu'on reste là où nous étions, et on a repris la route du retour, qu'on a retrouvée aussi encombrée qu'elle allait, même plus encombrée, puisqu'il y avait l'occupant. Mais rapidement, on s'est aperçu que les Allemands couvraient les murs de la ville de Caen avec des images de propagation favorables à la collaboration avec eux. Donc, ils se sont montrés amènes. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais enfin, un certain temps. Et nous, on n'a pas cru.
à ça. Pour vous dire, comme je disais, j'étais élevé dans le souvenir de cette guerre que mon père avait faite et qui, 20 ans après, était revenu au point de départ, même pire, puisque la France n'avait non seulement perdu la guerre, mais aussi était occupée. Donc c'était beaucoup plus grave. Avec une bande de copains qui pensaient de la même façon, on n'acceptait pas l'occupation des Allemands. Et on écoutait la radio anglaise dans la mesure du possible. Mon père, il avait un vieux poste sur batterie, hein, avec un cadre qui servait d'antenne, et on arrivait à capter la BBC. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance du général de Gaulle. Un général qui est sorti d'un chapeau pour nous. On ne le connaissait pas du tout, et qui avait des discours qui vraiment corroboraient très bien avec notre façon de penser. Donc, dans la mesure du possible, parce que c'était interdit d'écouter la radio anglaise, on écoutait cette radio pour savoir ce qui se disait de la part de ce général qui était réfugié à Londres. Alors, la résistance, on n'en parlait pas encore. Moi, il y avait des genres de slogans que la BBC donnait, qu'on écoutait bien et qu'on essayait de transférer sur des feuilles de papier écolier, de cahiers d'écolier, puisqu'on avait quitté l'école un peu de temps avant. Et on transcrivait ce qu'ils disaient, et à notre tour, on allait coller ça sur les murs de la ville. C'était notre façon de répondre à leur affichage à eux. Et puis après, en fonction de ce qu'on entendait, sur ces papiers, à notre tour, on faisait notre propagande. Et on allait les coller pareil, dans des endroits où on était à peu près sûr qu'elle serait lue. Hein, jusque dans les édicules de la ville de Caen. Et à un moment donné, je suis allé travailler dans une menuiserie française, une menuiserie de Caen, qui s'appelle Doré, hein, la plus grosse menuiserie de Caen. Et là, rapidement, j'étais affecté dans une équipe qui faisait des portes très épaisses, avec un guichet au milieu. Et rapidement, j'ai su que c'était destiné à la prison de Caen. Et j'ai été désigné pour aider le compagnon en charge de la fabrication de ces portes. Une fois ces portes fabriquées, il a bien fallu les poser, et j'ai été désigné pour l'accompagner. Donc nous sommes partis un matin, très tôt, avec nos portes, nos outils. On est arrivé ici, à la sentinelle dehors, qui nous a regardés, mais il ne nous disait rien. Il a su qu'on venait travailler, il voyait bien ce qu'on avait dans notre camion. Et on est rentré. On est rentré à l'intérieur. Aussitôt, il y a une sentinelle qui nous a fouillés. Après, on a été autorisé à rentrer nos portes et nos outils, ici. Puis on les a promenés là, jusqu'ici, à la volée d'escalier, la dernière là. Arrivé au 3e étage, là où on devait poser ses portes. Alors pourquoi ces portes ? Là, nous sommes maintenant en octobre 1941 et la résistance a commencé. Et parallèlement à cela, les arrestations. Donc les prisons se remplissaient plus vite que prévu et il n'y avait pas assez de place. Il y avait des embrasements qui nécessitaient la pose d'une porte. Donc on a transféré tout notre matériel et là on a été accueillis chacun par une sentinelle qui nous suivait partout. On n'avait pas le droit d'aller ailleurs que là où on devait travailler. À cela s'est ajouté un bagnard. La prison qui est un peu plus haut, Beaulieu, un droit commun français, avait été détaché et nous était affecté comme manœuvre. Donc lui, il avait pour charge de balayer les gravats qu'on faisait, puisqu'on faisait des trous dans la maçonnerie pour les pataches seulement, jusqu'au moment où la cellule qui me faisait face s'ouvre et un gars sort avec sa gamelle, qui je reconnais, un gars très bien qui s'appelait André Michel. Il avait été arrêté par les Allemands, on l'avait appris, on ne savait pas pourquoi. C'est la première personne de mon entourage que je savais qui avait maille à partir avec les Allemands.
Pourquoi? On ne sait pas. Bien entendu, ma surprise a été telle que j'ai lâché mon burin qui est tombé sur le palier, le balcon de la cellule, ça fait du bruit. Vous voyez, dans ce hall, là, c'est ça. Bon, la sentinelle, comme mon compagnon, on levait la tête, on regardait, c'est tout. Personne n'avait rien vu. Mais c'était sans compter avec le bagnard, qui lui, habitué au milieu carcéral, avait vu l'échange de regards entre nous deux. Bon, les choses, la portière fermée, j'ai vu André Michel disparaître avec sa gamelle derrière. Des ouvriers ne pouvant rien faire pour lui, pourtant, dans son regard, c'est pas une conversation, mais presque, je savais qu'il avait besoin de moi, il voulait me dire quelque chose. Bon, j'ai repris mon travail, tout aussi. Puis au bout d'un moment, le bagnard vient à moi, me pousse dans la cellule pour laquelle je posais la porte, dans un coin, de façon à me soustraire de la sentinelle, et il me dit, tu connais le gars d'en face. Bon, la prudence aurait voulu que je dise non, parce que je ne connaissais pas ce gars-là, je ne l'ai pas eu, à 16 ans et demi, non. Trop heureux, je peux le dire, de pouvoir parler de lui, que je venais de voir, que je connaissais bien. Il me dit, il y a quelque chose à te dire. Je dis oui, je m'en occupe. Et puis, par le mitard, il a réussi à parler avec André Michel. Il est revenu me revoir. De nouveau, il me repousse dans la cellule pour que je vois que la sentinelle voit quoi que ce soit. Et il me dit, voilà, il y a deux lettres à passer. Tu veux t'en charger? C'est très urgent. Je dis oui. Rien que par le fait de vouloir rendre service à André Michel. Bon, je m'en occupe, toujours qu'il fait. Pareil, de la même façon, il récupère les deux lettres, il revient, il m'en repousse dans la cellule. Il me dit, voilà, tu sais que tu as deux fouilles à passer. Il y a des chances, il y a 50% de chances qu'elles seront peut-être que latérales. Alors tes lettres, tu les caches et c'est lui qui me les a dans tes mollets, sur tes mollets, je veux dire, dans tes chaussettes. C'est 50% de chance, c'est à courir. Bonne chance qu'il me fait, c'est tout. Et puis il m'a laissé. Je suis descendu l'escalier, hein, cet escalier-là. J'arrivais ici, en bas, là. Il m'arrête. Un sentinelle m'arrête, me somme de me mettre au garde à vous. Et il lève les bras. Et il me fouille. Il me fouille latéralement. Il me regardait avec un air soupçonneux. Avec en allemand, attends. Alors là, je suis parti, j'ai marché tranquillement, là, ici, jusqu'au bout, là-bas. Et de nouveau, une autre sentinelle. Arrêt, stop. Et la même chose, la fouille latérale. C'est tout. En fait, je suis descendu, là, dans la petite cour qu'on a vue en arrivant. J'ai récupéré mon camion, puis je l'ai présenté au portail. La sentinelle me regardait. Je me rappelle, il a fait 2 fois le tour de moi, de mon camion, en me regardant bien. Et puis il s'est déplacé vers la porte, puis il a ouvert la grande porte. Il m'a fait signe de sortir. Le bagnard m'avait dit, la lettre, il était donné à tel endroit. Je connaissais même l'endroit. D'accord. Je suis arrivé à la maison, j'ai sonné, mais personne ne me répondait. Et puis, j'avais une fenêtre qui était juste au-dessus de la porte d'entrée. Et le rideau s'est déplacé légèrement. J'ai vu une tête qui regardait qui sonnait. Me connaissant très bien, ils sont descendus tout de suite m'ouvrir. Avec la foule qu'on peut avoir, venant d'un endroit bien particulier et ayant vu une personne qui connaissait très bien, que je le savais, je me commençais à lui expliquer, je n'ai pas eu le temps d'en dire longtemps. Il m'a pris par l'épaule, m'a rentré à l'intérieur en regardant derrière moi si je n'étais pas suivi. Ce que je ne savais pas, c'est que j'étais dans un réseau de résistance. C'était le réseau Hector. Et André Michel, qui était prisonnier ici, était le directeur régional du réseau. Je dis que j'avais des lettres, je lui donne les lettres, il lit les lettres, sans rien me dire.
Et il se retourne, après avoir lu les lettres, il me dit tu peux ramener une réponse? Oui, j'ai pas fini de poser les portes. Je retourne cet après-midi à la prison. Ils ont fait une réponse pour André Michel, que j'ai cachée de la même façon. Je suis parti en vitesse manger chez mes parents. Et puis, hop, je suis monté à la prison. Arrivé à la prison, même problème avec le sentinelle qui me regardait. C'était pas la même. Enfin, il m'ouvre, je rentre, je suis fouillé une première fois. Après, j'ai traversé tout ce hall, là, et j'ai retrouvé une sentinelle, bien entendu, et je suis monté au 3e étage. Et là, de nouveau, une sentinelle qui m'a repris comme le matin, mais d'une garde plus rapprochée, j'ai trouvé. Il y avait le bagnard qui était là, mais il m'a regardé, il m'en reconnaissait pas pourquoi, je ne sais rien. Alors j'avais ma réponse, j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? Bon, j'ai commencé à travailler, tout de suite, ça. Et puis au bout d'un moment, ça paraît long, il est venu à moi. Il me dit alors, je dis ça y est, j'ai donné mes lettres, mais j'ai une réponse, tu me la donnes. Alors il me dit, là, mais tu fais attention, les Allemands sont nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et effectivement, la garde a été plus rapprochée. Il a pris ma lettre. Il a maquillé son travail, il est allé la porter à André Michel. Il est revenu, il m'a fait signe salé. C'était bien passé, c'était bien. Et puis, le soir, je suis parti, mais je n'ai pas pu revenir le lendemain. Les Allemands n'ont pas voulu que je revienne. Pourquoi? Ça, je suis incapable de vous le dire. Alors, en réalité, j'ai passé peut-être un courrier urgent pour le réseau de Hector, j'espère. Malheureusement, André Michel, quelques 3 ou 4 mois après, au mois d'avril, il a été fusillé. Il a pensé à moi, c'est comme ça que je suis rentré, si l'on peut dire officiellement, dans un réseau de résistance. Alors il s'agissait du réseau Front National. Et qui était plutôt, comme je l'ai appris au retour de la déportation, d'obédience communiste, vraiment au contraire aux idées véhiculées par Le Pen. Nous avions pour mission de surveiller la construction de fortifications que les Allemands faisaient dans le secteur de Ouistreham à Annel, c'est-à-dire la place qui est juste avant Romanche. Alors on y allait en vélo, bien entendu, de Caen. Notre alibi, c'était d'aller dans les fermes chercher de la nourriture à manger. Marché noir, bien entendu, c'était comme ça. Alors ça nous permettait d'approcher le plus près possible des surfaces sensibles. Et on relevait sur des petits morceaux de papier ce qu'on pensait que ça pouvait intéresser les Anglais. Et on les faisait sur des petits morceaux de papier parce que si on a été arrêté, vérifié, fouillé, on a eu le temps de les avaler avant. Et puis, on a travaillé presque 2 ans. Il ne nous est rien arrivé. On ramenait ça le soir à la maison, et puis on transcrivait ça sur des papiers au propre, et on donnait ça à notre chef du réseau intérieur, qui lui, il faisait transiter ça en Angleterre, mais ça, on ne savait pas ce que faisait. Et l'un de nous, qui avait infiltré un réseau de collaborateurs qui s'appelait le RNP, avait réussi à subtiliser une sacoche qui contenait des documents importants que le gars devait aller porter à la Gestapo à rue des Saussaies à Paris. Malheureusement, son rôle a été vite découvert. Il a été interrogé. Ils l'ont interrogé comme la Gestapo savait le faire. Et il a avoué des noms. Il a avoué nos noms. C'est comme ça que Boulot a été arrêté et beaucoup d'autres, on était 7. Et moi, j'ai été arrêté le 10 mars 1944 au domicile de mes parents, rue du Magasin à Poudre, puisqu'on habitait au bas de la rue du Magasin à Poudre, par 2 Gestapo, 2 types de la Gestapo qui étaient des Français, des Gestapistes, comme on les appelait, devant ma mère qui ne savait pas que mes activités de résistant.
Mais ma mère a vite compris ce qui se passait et vu le danger. Et ma mère me dit en aparté, de façon à ce que la Gestapo n'entend pas, file par le jardin. Bon, j'aurais pu le faire. Est-ce que ça aurait marché? Ça, je ne sais pas. A posteriori, on ne peut plus dire. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait de ma mère? Je sais, ma mère entre les mains de la Gestapo avec une action que c'est moi qui avais menée. Alors, j'ai rien fait. Bon, je suis arrivé à la Gestapo rue des Jacobins à Caen. Et là, on m'a poussé violemment à terre. Je suis tombé et on m'a enchaîné au radiateur de la pièce. Effectivement, il est arrivé un type en gabardine noire, chapeau feu, le parfait type de la Gestapo, qui s'est adressé, bien entendu, à la sentinelle, en allemand, mais je ne comprenais rien. Mais dans cet allemand, j'ai entendu Duval. Ah, ça y est, on parle de moi. Et là, à ce moment-là, le gars de la Gestapo s'est retourné. Ah, c'est toi, Duval. Et puis il s'est déplacé vers moi, m'a détaché une main du radiateur, m'a tiré par l'autre vers une porte qui donnait tout de suite sur un escalier. L'escalier était à l'étage, bien entendu, où il y avait son bureau probablement. Arrivé là-haut, il me fait asseoir sur une chaise, ma menotte dans le dossier de la chaise. Je commence à se déshabiller, se préparer, et il me dit, tiens, sale espion, t'as fait ça, ça et ça. T'as 2 minutes pour me répondre, réfléchis bien. Et puis il a continué à se préparer. Il a mis un papier dans sa machine à écrire, il a tiré son revolver de sa poche, il a mis une balle dans le canon, il a mis le revolver devant moi. Et puis, alors ça y est, t'as réfléchi, t'as quelque chose à me dire? Je lui ai dit non, parce qu'il parlait très bien français. Et puis, il m'a dit, bon, je te laisse encore 2 minutes, mais tu réfléchis bien. Hein? Puis il a fini de se préparer. Au bout de 2 minutes, peut-être, je ne sais pas. Il me dit, ça y est, t'es revenu à de meilleurs sentiments. C'est exactement les propos qu'il a pris, pour vous dire qu'il savait bien parler français. Je lui ai dit, non, vous trompez, vous faites erreur, enfin, tout ce qu'on peut dire pour nier. Ah oui, bon, bah tout, c'est rien. J'ai un moyen pour te faire parler, tu vas voir. Et il est allé dans la pièce à côté, il est revenu avec une matraque, longue de sa carré, caoutchouc. Elle a donné un coup violent sur le bureau pour me faire voir de quelle nature c'était. Il dit, maintenant tu vas parler. Et il a commencé à me frapper. Alors il me frappait sur les cuisses, là. Par la douleur, je me levais, j'emmenais la chaise avec moi, parce que j'étais menotté. Coup de poing dans la figure, coup de poing dans l'estomac, dans le foie, pour me faire asseoir ça à un rythme rapide. Si rapide qu'à un moment donné, il s'est arrêté, il était essoufflé. Elle me dit, alors ça y est, t'es devenu un meilleur sentiment, tu vas pouvoir me dire quelque chose. J'ai continué à nier, et il a continué à me frapper. Et petit à petit, les coups s'ajoutant aux coups, je commençais à perdre un peu conscience. Et puis, il s'arrêtait, il allait à sa machine à écrire, il tapait, quoi, j'en sais rien, je disais rien. Il reprenait sa matraque et il continuait. Jusqu'au moment où il m'a détaché une main de la chaise, et me tirant par l'autre, il m'a traîné moi et la chaise devant un mur de son bureau. Sur ce mur, il y avait une carte du Calvados. Et avec sa matraque, il me faisait voir les endroits où nous y faisions l'espionnage. J'ai dit là, moi j'ai continué à nier. Il continuait à me frapper, bien entendu. Et puis à un moment donné, il s'est retourné, il m'a pris par les cheveux qui étaient trop longs, malheureusement, parce que, un petit aparté, nous, il n'y a pas de meeting, mais c'était Zazou. Zazou, c'était un moment, à l'encontre des Allemands, c'était surtout par les cheveux. Eux, ils avaient la brosse, et nous, on s'est poussé les cheveux. Et ça leur plaisait pas. Et lui, là, il avait une bonne prise, et il m'a pris par les cheveux, il m'a arraché des cheveux sur les tempes pour figurer le mal que ça engendre. Et puis, je suis tombé par terre avec ma chaise, il m'a tiré jusqu'à son bureau, m'a réinstallé sur la chaise, et puis de nouveau, il m'a frappé, et il m'allait taper, enfin, il alternait, et puis petit à petit, j'ai perdu confiance. Je me suis venu plusieurs fois,
je ne savais pas où j'étais. Comme je n'ai pas tous mes esprits, je mets du mal à réaliser. Il s'est arrêté, m'a détaché un bras de la chaise, m'a mis un stylo dans ma main, en tenant ma main, tiré sa copie qu'il avait tapée sur sa machine à écrire et m'a fait signer la déposition. Je ne sais pas ce que je voyais rien. Et puis il m'a relâché, il m'a sommé de me lever. J'ai essayé de me lever, mes cuisses avaient pas doublé, mais presque, je ne pouvais plus me tenir debout. Je suis tombé par terre. Il m'a tiré par la menotte jusqu'à l'escalier. Je suis descendu l'escalier, je ne sais pas comment. Je suis arrivé en bas. Il y avait une traction avant qui m'attendait et direction ici. Arrivé ici, on me force à sortir de la voiture, bien entendu. Je m'écroule en sortant de la voiture. Petit à petit, j'arrive à me tenir un peu sur mes... et à avancer tout doucement jusqu'ici. On me fait monter le perron, là, avec difficulté, et puis je rentre dans le premier bureau. Et là, on m'enlève le cache-col que j'avais, oui, c'est ça, la ceinture, enfin tout ce qu'on enlève à un gars qui rentre en cellule. Alors je restais à tenir mon pantalon comme je pouvais. On me menotte quand même dans le dos. Et on m'emmène jusqu'ici, au bout, là. Et là, arrivé là, je suis cueilli par une sentinelle allemande qui m'attrape par les épaules et me pousse brutalement contre le mur. Ayant les mains menottées dans le dos, je n'ai pas pu me parer. Je me suis écrasé le nez sur le... Je pissais le sang. Et là, je devais rester collé contre le mur sans bouger. Comme ça, avec les mains liées dans le dos, en me collant contre le mur. Et c'est là que je me suis écrasé le nez parce qu'il m'avait poussé brutalement. Je n'ai pas vu pareil. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, le mur. moi j'ai encore une bonne vision. Hein. Et puis, il m'a relevé et il m'a tiré par les menottes vers le 3e étage, là, à la cellule 27. Et là, il y avait une cellule 27, je suis rentré dans la cellule 27, et là, il y avait 2 prisonniers, le docteur Desbouis, un professeur, un pneumologue, et qui avait été arrêté dans son lit, il était malade du cœur. Hein. Donc, il était dans son lit, là. Et puis un autre, un nommé Jean-Pierre Voigny, qui faisait partie de mon réseau. On n'a jamais compris pourquoi les Allemands nous ont mélangés avec lui. Tous les jours, il y avait un gardien, un SS, qui venait avec une barre de fer et sondait en tapant les barreaux, le barreauage de la fenêtre, pour voir s'il n'y avait pas un début de sillage, où ça sonnait faux, donnant la preuve d'une tentative d'évasion, enfin, de commencer à scier les barreaux. Les carreaux étaient peints à l'extérieur, donc on ne voyait rien. On en profitait que ces fenêtres étaient ouvertes, il y en avait toujours un qui essayait de se trouver à l'endroit au moment où l'Allemand rentrait, se trouvait près de la fenêtre. Au garde-à-vous, il ne fallait pas. Et par la main derrière, on grattait l'ongle, on grattait la peinture au bas du carreau. Ça faisait une petite visée sur l'extérieur. Bon, une fois qu'ils avaient vérifié les barreaux, ils refermaient, c'est tout. Bon, on ne faisait rien, on n'avait pas le droit de s'allonger sur les lits dans la journée.
Non, dès l'instant qu'on ouvrait la porte, il fallait se mettre au garde à vous à l'endroit où nous étions, les yeux baissés vers le sol. On n'avait pas le droit de croiser le regard des Allemands qui rentraient. Il y avait 3 lits. Un lit double comme celui-ci, mais en bois, qui était ici, appuyé au mur là-bas. Donc ça laissait un espace pour la tinette qui était là. Et le lit d'origine de la cellule en fer était jusque là. Alors là, j'ai un doute, je ne sais plus comment étaient les tuyauteries, mais il y avait une tuyauterie dont les raccords en maçonnerie n'avaient pas été refaits. Donc on communiquait avec la cellule d'à côté. Alors le jeu c'était de se mettre à plat ventre sous le lit, puis le lit allait jusqu'au bout, et parler avec les voisins, tout en ayant un de nous droits qui se tenait au droit de la porte, de façon que sa tête de temps en temps obturait le guichet, le mitard qui est au milieu de la porte. Et en même temps, il surveillait et nous promenait du danger, pour ne pas qu'on soit surpris en train de parler avec les prisonniers d'à côté. Et puis les jours suivants, ça a été pareil. Et j'ai passé presque 3 mois, jusqu'au 20 mai. Et le 20 mai, j'étais appelé à faire partie d'un convoi de 28 détenus qui ont été rassemblés ici, hein, dans cette année-là, par un SS. Nous faisons un discours pompeux comme quoi on avait la chance de ne pas être fusillés, terroristes, saboteurs que nous étions, qu'on aurait dû être fusillés, et patati patalote, et que l'Allemagne, dans sa bonté, si l'on peut dire, nous permettait de nous racheter en allant travailler pour son effort de guerre, patati patalote. Et une fois le discours terminé, on a été rassemblés 2 par 2 et enchaînés 2 par 2 par des menottes, et les derniers avaient une chaîne et 2 cadenas. Et les 2 derniers appelés, c'est Boulot et moi, c'est-à-dire mon copain, le soir. Le fait de revenir jusqu'à ma prison, jusqu'à ma cellule, quoi, c'était bon. Je suis rentré à l'intérieur, bien ça aussi, ça a changé. Mais il y a des endroits où on a vécu à 3 là-dedans qui sont bien imprégnés là-haut. Oui. Et savoir que c'était là, c'était beau. Oui. Revenir dans un endroit où, d'habitude, quand on était là, on n'entendait que du bruit, des bruits de clés, des bruits de portes, ça résonnait, ça. C'est vide. Oui, ça n'a plus la vie que ça avait. Il y avait toujours une erreur qui s'ouvrait, qui se fermait. Oui.
Oh, les pauvres. Quand je pense que, quand même, le mec qui était au bout de la mitraillette, là, en train d'assassiner tous, c'est terrible quand même, vache. Comment on peut faire ça? Ah oui.